Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La quinzaine de l'environnement, c'est du 4 au 17 juin. L'événement est donc en cours. Elle bat son plein. L'événement a plutôt lieu à Caille. Cette 17e édition a pour thème, a plusieurs thèmes, un triple thème, on peut même dire. Alors, quel est le thème choisi pour l'année? Nous le saurons d'un moment à l'autre. La situation environnementale, comment se présente-t-elle d'une façon générale au Mali? Comment est-ce qu'elle évolue? Ce sont donc ces questions et bien d'autres que nous allons adresser à nos invités qui sont en principe au nombre de 4. Nous avons Baba Dorentier, il est de la Direction nationale des eaux et forêts et est ici présent dans ce studio. Monsieur Dorentier, bonsoir. Bonsoir. Nous avons en ligne Moussa Fodé Sissoko, il est de la Direction régionale des eaux et forêts de Caille. Alors, je crois que monsieur Sissoko nous entend. Nous aurons d'un moment à l'autre, en tout cas en principe, nous aurons Aboubakar Diabaté, il est le directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, et Adama Samake qui est lui aussi de la Direction nationale des eaux et forêts. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais tout de suite, tout à l'heure, la quinzaine de l'environnement bat son plein à Caille. L'événement va durer du 4 au 17 juin. Alors, quelle est la portée réelle de la quinzaine de l'environnement? Je pose la question à vous, Baba Dorentier de la Direction nationale des eaux et forêts. Donc, merci pour nous avoir invités, nous donner l'occasion quand même de nous exprimer. Et ce qui est un peu rare d'ailleurs au Mali ici, en tant que forestier, on sait pourquoi. Donc je dirais que la quinzaine de l'environnement est un événement qu'on organise tout simplement pour qu'on puisse amener les populations à s'approprier toutes les techniques, on puisse amener les populations à s'approprier toutes les techniques et les mettre en collaboration avec les experts, les techniciens, pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut lutter, on peut sauver l'environnement, qui n'est pas du seul ressort des eaux et forêts, mais de l'ensemble même de la communauté. Voici en gros ce que veut dire la semaine. Alors, nous avons en ligne Moussa Fodé Sissoko, il est de la Direction régionale des eaux et forêts de Caille. Alors, monsieur Sissoko, la quinzaine de l'environnement, quel est son sens? Quel est le sens de cet événement selon vous? Merci bien. Le sens de l'événement, c'est que ça permet de sensibiliser la population, la population nationale et internationale sur les enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'il faut que la population puisse prendre conscience en tant que dangers qui menacent notre environnement. Donc, durant toute la quinzaine, c'est les émissions de sensibilisation, d'éducation, de formation que nous animons à travers les conférences, débats, les conférences thématiques, etc. etc. Alors, la quinzaine de l'environnement est donc à sa 17e édition. Alors, dites-nous, monsieur Dorentier, vous qui êtes donc de la Direction nationale des eaux et forêts, quel est le résultat au bout de ces 17 années, de ces 17 éditions? Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'on a quelque chose de tangible qui permet de dire que c'est un événement qui a vraiment une portée quelconque? Bon, c'est vrai, face aux multiples problèmes auxquels le service fait face, en essayant quand même toujours de sauver l'environnement, malgré le manque de compréhension de part et d'autre des populations, il y a beaucoup quand même d'avancées, de résultats qui sont là. Par exemple, il y a quand même, malgré les ressources humaines limitées de ce service, nous avons toujours quand même essayé d'avoir l'œil sur les forêts, de penser toujours à l'aménagement de ces forêts, qui est incontournable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'aménagement de ces forêts. Donc, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits dans ces forêts. Il y a beaucoup de nos programmes et partenaires qui sont là, tels que le GDFOR, le PDDIN, qui sont tous des programmes qui sont là pour appuyer les populations à les orienter vers autres activités pour les faire oublier un peu la coupe du bois très souvent.
Donc il y a beaucoup d'avancées sur ça. Il y a des campagnes quand même de sensibilisation qui ont été faites. Il y a des textes, des lois qui ont été révisées à la hauteur pour vraiment qu'il y ait une bonne politique, une bonne marche pour toutes les activités que nous menons. Alors, direction Kaya, à présent où se trouve Moussa Fodé Sissoko, lui qui est de la direction régionale des eaux et forêts de Kaya. Alors, Monsieur Sissoko, au bout de 17 éditions de quinzaine de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Comme acquis, évidemment. Merci bien. Comme je l'ai dit, c'est une prise de conscience progressive de la population. Déjà, ce que nous pouvons retenir dans la région de Kaya, les nombreuses forêts classées qui sont là, actuellement, dont la gestion est confiée aux collectivités. Donc ça, c'est un pas très important que nous avons franchi. Également, dans la région de Kaya, nous assistons à la création de certaines aires communautaires. Bien vrai qu'ils ne sont pas prévus par les textes, mais nous avons relu la loi 031 qui prévoit qu'on appelle la création des aires communautaires. Donc les populations sont favorables à ces actions. Donc c'est ce qui prouve que vraiment nous constatons une prise de conscience progressive, en tout cas de nos partenaires qui sont les populations rurales. Je rappelle que sont attendus dans ce studio Aboubakar Diabaté, qui est le directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, de même que Adama Samake, qui est donc de la Direction nationale des eaux et forêts. Alors, pour l'instant, nous allons continuer avec nos deux invités, à savoir Baba Dorintier de la Direction nationale des eaux et forêts et Moussa Fodé Sissoko de la Direction régionale des eaux et forêts de Kaya. Monsieur Dorintier, on a parlé de l'importance de cette quinzaine. À présent, l'édition de cette année, quel est le thème qui a été choisi? Le thème qui a été choisi, c'est toujours un peu le thème ancien, c'est-à-dire mon environnement, je m'en occupe, mais quand même, le point a été surtout mis sur la population, la prise de conscience de la population généralement avec l'appui des techniciens et des experts. Alors, nous allons donc encore à Kaya retrouver Moussa Fodé Sissoko. Alors, M. Sissoko, à ce que je sache, on a quand même une double thématique, sinon même triple, parce que nous avons la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage et protégeons la planète, restaurons les terres. C'est des thèmes que vous trouvez pertinents? Oui, effectivement, c'est les deux thèmes de la quinzaine de cette année. On appelle la Journée mondiale de l'environnement, comme vous l'avez dit, ça c'est la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. Et dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la désertification, protégeons la planète, restaurons les terres et mobilisons-nous. Effectivement, ces deux thèmes sont pertinents. Quand quelqu'un, celui qui connaît un peu la région des Kaya, en tout cas nous, ça nous préoccupe. Vous voyez, les aires protégées de la région des Kaya, nous avons beaucoup d'aires protégées, qu'on appelle également de nombreuses forêts classées. Nous avons en tout 20 forêts classées de la région des Kaya, pour une superficie de 250 hectares. Et les réserves de faune de plus de 2 millions d'hectares, 2 millions d'hectares à peu près 2 880 746 hectares. Donc, vous voyez, donc nous, la région de Kaya, nous sommes encore en plus d'un titre concerné par ce thème. Plus, comme je l'ai dit, la création des réserves communautaires dans le sac de Kéniéba, dont la gestion va être confiée à ces braves populations. Également, toujours dans le cadre des classements des forêts, avec le programme de gestion de des forêts, nous avons prévu également de classer certaines forêts qui, à la longue, vont être transférées, en tout cas, aux collectivités. Donc, quand on parle du commerce illicite qu'on appelle de la forêt de la flore et qu'on appelle la restauration des terres, donc vraiment, je dis que ça concerne plus de la région des Kaya. Et que représente le commerce illicite de la faune ici au Mali? Je pose la question à vous, Baba Dorintier. Ça représente vraiment un danger pour non seulement l'économie du pays et non seulement pour les réserves que nous avons. Parce que ça contribue à détruire, parce que lorsqu'on ne contrôle pas ce qui sort, c'est toujours quelque chose qui fera une disparition, qui nous amènera à une disparition de l'espèce. Des espèces qui seront d'une façon illicite vendues partout. Donc voilà un peu ce que ça peut donner.
Alors, nous avons à présent Adama Samake de la Direction nationale des eaux et forêts qui vient donc de nous rejoindre dans ce studio. Alors, Monsieur Samake, bonsoir et bienvenue. Alors, nous avons évoqué ici l'importance de la quinzaine de l'environnement pour le Mali. À présent, nous sommes en train de nous intéresser au thème choisi cette année. Alors, le thème, nous avons la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. Nous avons protégeons la planète et restaurons donc les terres. Alors, nous parlons à présent donc du commerce illicite de la faune au Mali. C'est un problème assez grave, non? Bon, le commerce illicite des produits de la faune, c'est effectivement un problème. Un problème en ce sens que d'abord, ça fait un manque à gagner au niveau du budget de l'État. Parce que tous ceux qui font l'exploitation doivent au moins compenser, c'est-à-dire se munir quand même des autorisations pour pouvoir exploiter. Mais si ça se fait de façon frauduleuse, c'est déjà un manque à gagner. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, avec la fraude, il est très difficile de suivre l'évolution des espèces elles-mêmes. C'est très difficile de suivre l'évolution. Parce que tout se fait de manière à ce que les gens ne maîtrisent pas les entrées et la prolifération des espèces. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La quinzaine de l'environnement, quel enjeu, c'est donc le thème du grand dialogue de ce lundi, un thème que nous évoquons avec pour l'instant 3 invités, à savoir Adama Samake de la Direction nationale des eaux et forêts, Baba Dorentier de la Direction nationale également, de la Direction des eaux et forêts, et Moussa Fodé Sissoko, lui, il est de la Direction régionale des eaux et forêts de Caille. Nous sommes donc en train d'analyser un peu le thème choisi pour cette 17e édition. Nous avons parlé de commerce, de lutte contre le commerce illicite de la faune. À présent, nous nous rendons à Caille. Vous dites-nous, Moussa Fodé Sissoko, le commerce illicite de la faune à Caille, c'est un problème qui se pose avec acuité? Ça, c'est un problème que nous ne vivons pas à Caille, c'est la vérité. C'est un problème que nous ne vivons pas du tout. Seulement, nous assistons à des braconnages, mais la sortie de commerce illicite de la faune. Alors, vous dites que vous ne connaissez pas ce genre de problème. Est-ce que cela est dû à la pauvreté de la faune dans votre région? Non, quand vous parlez quand on parle de commerce illicite, moi je parle de commerce international, qui est le commerce international qu'on appelle de la faune. Je mets l'accent sur ça. Sinon, qu'on appelle le braconnage récurrent dans les villages. Ça, on peut pas mettre cela dans la balance du commerce illicite. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a une barrière étanche entre les deux, entre le braconnage et le commerce illicite? Peut-il y avoir une barrière étanche, disons? C'est pas la même chose. C'est deux aspects différents. Le braconnage, c'est la chasse illégale. Maintenant, vous pouvez chasser illégalement pour satisfaire vos besoins en matière de protéines dans les villages. Mais maintenant, une fois que vous mettez l'accent sur le commerce, ça donne ce qu'on appelle une chasse d'envergure. Le braconnage d'envergure. Des espèces intégralement protégées ou des espèces protégées, vous avez besoin des parties de ces espèces-là que vous allez exporter. C'est dans ce cadre que, en tout cas, le thème la rentre. Mais ce n'est pas dans le cadre du braconnage que nous vivons actuellement dans la région de Caille. Le commerce illicite, surtout, c'est surtout valable qu'on appelle le commerce des ivoires des éléphants, c'est qui est actuellement un problème, un fléau au Mali. Et vraiment, face à ce que nous, on se dresse tous. On se dresse tous contre ce fléau. Maintenant, les autres aspects du braconnage au niveau des villages, j'estime que, en tout cas, ça, c'est dans le cadre de la satisfaction des besoins protéiniques des populations rurales.
Alors, nous retournons dans ce studio pour donner la parole à Baba Dorentil, la Direction nationale des eaux et forêts. Alors, est-ce que la situation au Mali est un peu pareille, un peu partout à celle du cas, en ce sens que le braconnage est plus un problème que le commerce illicite de la faune? Non, bon, chaque région a ses spécificités, comme il l'a dit. C'est-à-dire qu'il voulait seulement mettre un accent sur la région dans laquelle il vit. Sinon, dans d'autres régions, par exemple, même au nord, par exemple, où on croit qu'il n'y a même pas de choses, souvent il y a des lézards ou autre chose, que des espèces très recherchées que des gens, dont des partenaires viennent chercher au Mali. Et des gens vont les chasser, les chercher, les amener de façon illicite souvent qu'on leur donne et les amener. Alors qu'ils vont tirer un grand bénéfice de cela au détriment de même ces gens qui font ce travail pour eux. Donc c'est de ça qu'on parle. On sait que c'est un commerce international, mais ça va aussi dans ce sens, bien que les régions ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir de connexion? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une connexion entre les deux? Il y a une connexion bien sûr entre les deux, parce que dès que vous essayez quand même de faire quelque chose d'une façon illicite, agir sur la faune d'une façon illicite, c'est un braconnage. C'est un braconnage, mais quand même, je rejoins le directeur régional, parce que ce que nous vivons, c'est ce qu'il a voulu vous dire tout de suite, et un peu différent de ce que les gens amènent sur le plan international. Parce que nous avons une division de réglementation et qui est chargée, et chaque fois il délivre des permis sur le plan CITEX, le commerce international de la faune. Mais il délivre des permis à des gens. Il y a des gens qui sont là à Bamako qui n'ont autre travail que ça pour amener soit des espèces ou bien des trophées des espèces à l'extérieur. Souvent, d'autres le font légalement, mais d'autres essayent souvent de passer. Il y a 3 ans de cela, la douane avait même bloqué beaucoup de tortues ou autre chose, beaucoup d'espèces, avec des gens, des Maliens même, qui voulaient quand même les faire sortir dans des conditions vraiment inappropriées, qui jouaient même sur ces animaux. Alors, Adama Samaké, vous êtes, je le rappelle, la Direction nationale des eaux et forêts. La flore, la faune en danger au Mali, mais la flore, elle aussi. Ben, la flore, oui. Parce que sur le plan de la faune, on a parlé du braconnage, des prélèvements illicites. Et même au niveau de la flore, il y a quand même des prélèvements qui ne sont pas des fois contrôlés. Alors ça pose énormément de problèmes en matière de reconstitution de la flore. Alors, nous avons à présent avec nous dans ce studio Aboubacar Diabaté, c'est lui le directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Alors, M. Diabaté, nous parlons donc de la quinzaine de l'environnement. Nous avons un peu évoqué l'importance de cette quinzaine. À présent, nous sommes en train de parler de la thématique, des thèmes donc choisis pour cette 17e édition, à savoir la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage, protégeant la planète et restaurant les terres. Qu'est-ce que vous pensez donc du choix de ce thème? Merci de cette question. D'abord, c'est un plaisir pour moi de me joindre à l'équipe actuellement pour parler de la quinzaine de l'environnement. Le choix de ce thème, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement la faune sauvage l'objet d'un braconnage intensif, de telle sorte qu'actuellement au Mali, il y a même pratiquement plus de faune. Et vous parlez tantôt des éléphants du gourmand. On a fait le vendredi passé donc un thème spécial, spécifique en tout cas sur le braconnage. Et nous avions encore relevé avec regret que pratiquement 100 animaux ont été braconnés de 92 à maintenant. Donc, il s'agit bien toujours des éléphants. Il s'agit bien toujours des éléphants. Alors, compte tenu du fait que c'est des animaux qui ont quand même une capacité de reproduction assez lente, puisque la gestation, ça prend 24 mois, à ce rythme-là, nos éléphants qui sont au nombre de 500 actuellement, dans 4 ou 5 ans, il n'en restera plus rien. Donc, vu vraiment l'urgence de la question, c'est pour ça que nous avions quand même inscrit ce thème-là comme l'un des thèmes phares de la quinzaine de l'environnement. Alors, le problème de restauration de terre,
Je pense que cela va de soi. Actuellement, on parle beaucoup de changement climatique. Donc, qui parle de changement climatique, donc il y a une incidence directe sur l'agriculture. Donc, quand on voit les causes qui sont un peu à l'origine de ça, il va sans dire qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur la restauration de cette terre dégradée-là. Parce que si les terres ne sont pas dégradées, c'est le niveau de production qui va baisser, la productivité, les rendements, et in fine, c'est quand même toute l'alimentation, la capacité même de nourrir un peu la population qui est posée. Donc c'est pour ça que nous avons inscrit ces deux thèmes-là comme thème phare de la quinzaine de l'environnement 2016. Alors, vous dites-nous à présent, vous, Adama Samake, vous qui êtes également à la direction nationale des eaux et forêts, les forêts maliennes, il faut qu'on en dise un mot. Comment se portent les forêts maliennes aujourd'hui? Bon, les forêts maliennes en général, je dirais, ça va. Ça va parce qu'on a pu faire un certain nombre de classements. Il y a un certain nombre de forêts qui ont été classées. Mais même avec ces classements, vous allez constater quand même que les gens vraiment rentrent là-dedans et tirent leurs besoins, même si c'est contre la loi. Mais quand vous regardez un peu le changement climatique en tant que problème actuel, vous verrez que dans ces forêts, il y a quand même un certain nombre de disparitions de certaines espèces qui sont actuellement à signaler. On constate la disparition d'un certain nombre d'espèces au niveau de beaucoup de forêts. Et donc ces forêts, non seulement diminuent en quantité de produits floristiques, mais en qualité également. Donc ça, c'est des aspects assez importants qui sont directement liés au changement climatique. Alors, nous nous rendons à Kaye pour retrouver Moussa Fodé Sissoko. Alors, Monsieur Sissoko, les forêts à Kaye, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ça va? Bon, merci bien. Les forêts à Kaye, bon, ça va, je veux dire que ça va. Mais il faut reconnaître que les forêts qui ont suivi de fortes pressions ces dernières années, dans le cadre des exploitations du Dakar, il faut le reconnaître. C'est dans ce cadre que vraiment le programme de gestion des forêts est venu en appui à la région de Kaye pour l'élaboration des plans d'aménagement dans les massifs villageois qui doivent être transférés aux collectivités dans les jours à venir. Alors, vous avez dit que ça va dans la région, mais nous savons quand même que dans certaines localités, il s'est à un moment donné posé des problèmes assez sérieux. Je vais parler par exemple de Kita. Kita, des problèmes sérieux à Kita. Par rapport à la forêt, on parlait de Chinois qui exploitaient de façon abusive. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Non, ça, bon, les Chinois, ça s'est fait en 2010, comme ça, je ne sais pas, en tout cas, les Chinois avaient eu un contrat d'exploitation, effectivement, et l'exploitation était suivie. Bon, quand on dit que les Chinois exploitent, il faut avoir quand même des normes. Les gens disent que les Chinois exploitaient, mais les Chinois, ils avaient un contrat et les Chinois étaient suivis sur le terrain, non seulement par les commissions de forêt, mais également par des villageois qu'on avait recrutés par village pour suivre l'exploitation avec ces Chinois. Donc, il y avait des normes qu'on avait appliquées à ces Chinois pour l'exploitation. Bon. Comme je l'ai dit, c'est une exploitation qui était faite sous contrat avec la direction nationale des eaux et forêts. Et l'exploitation se fait dans ce sens. Donc, quand on dit que, bon, il y avait des problèmes, bon, j'ai dit, bon, effectivement, parce que la population a dit, il ne faut arrêter. Mais cette année, dites-nous, il n'y a pas eu de problème majeur dans la région en matière de gestion des forêts, non? Pour le majeur en matière de... Non, je ne peux pas le dire. Tout d'abord, ce qui est sûr, c'est que l'exploitation dans la région de Kaye, elle est organisée de telle sorte que tout le temps, les villageois sont impliqués dans cette exploitation. Que ce soit les femmes communaux, que ce soit les femmes villageois, ils ont toujours été impliqués dans cette exploitation. Que ce soit avec les Chinois ou que ce soit avec les Maliens eux-mêmes, c'est des gens qui ont été impliqués dans cette exploitation. Malheureusement, le problème se voit que l'État n'a pas la possibilité de ce moyen. L'État est de ce point parce que la loi dit qu'on ne doit pas exploiter dans un domaine qui n'a pas le temps d'aménagement. Et malheureusement, 90% de nos zones protégées sont diplômés de temps d'aménagement.
Donc l'État avait qu'on appelle, dégagé une solution transitoire qui était laquelle, ça c'était en 2010 et 2011, donc de délimiter des massifs, des zones d'exploitation et d'orienter l'exploitation dans ces zones d'exploitation. C'est comme ça que l'État a dégagé une solution transitoire pour permettre en tout cas aux exploitants forestiers de travailler. 17h45, dans moins d'une minute, la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La quinzaine de l'environnement, quel enjeu, c'est le sujet que nous traitons dans le grand dialogue de ce lundi avec 4 invités, à savoir Aboubakar Diabaté, le directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, Adama Samake de la Direction nationale des eaux et forêts, Baba Dorentier également de la Direction nationale des eaux et forêts et Moussa Foudé Sissoko de la Direction régionale des eaux et forêts de Caille. Nous allons à présent nous tourner donc du côté de vous, Baba Dorentier. On parle donc des forêts. Lorsqu'on évoque les forêts, qu'on parle de problèmes, alors on évoque quand même Fakula, non? Fakula. Oui, on évoque Fakula. Mais bon, je préfère donner ça à mon doyen qui est là. Nous allons donc donner la parole à vous, Adama Samake de la Direction nationale des eaux et forêts. Fakula, c'est un problème? Bon, à ce que je sache, Fakula, aujourd'hui, s'il y a problème, je n'ai pas cette information. Mais Fakula, quand même, c'est une zone où quand même la forêt, pour le moment, se porte assez bien. Parce qu'elle est dans une zone où la pluviométrie est quand même assez importante. Donc, en ce qui concerne la composition de la végétation également, je crois que ça va. Au niveau de la faune également, à Fakula, ça va. Mais le mot ça va ne peut qu'être relatif. Parce que, monsieur le directeur de l'AEDD l'a dit, les animaux sont pratiquement en disparition. Mais dans tous les cas, dans deux mâles, il y a un qui est meilleur. Au niveau de Fakula, quand même, les reliques existent. Beaucoup d'espèces encore existent. Alors, vous dites qu'à Fakula, ça va, mais nous croyons savoir quand même que leur paillage a eu un impact quand même considérable sur l'état de la forêt dans cette localité. Oui, ça, leur paillage, c'est un peu partout la même chose, mais je ne connais vraiment pas l'ampleur de leur paillage au niveau de Fakula. Mais dans tous les cas, selon les constats, si l'on se réfère à la pluviométrie et l'état de la végétation telle qu'elle est aujourd'hui, Fakula, ça va par rapport à beaucoup d'autres localités. Alors, nous allons finalement écouter Aboubakar Diabaté de la Direction nationale de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Monsieur Diabaté, vous avez entendu les uns et les autres au sujet de la situation relative aux forêts ici au Mali. On va maintenant vous demander de nous délivrer vos impressions. Bon, mon impression, d'une façon générale, c'est que, en tout cas, la pression humaine sur, en tout cas, les ressources ligneuses au Mali, c'est relativement élevé. Et la capacité de régénération naturelle n'est pas vraiment à hauteur de ce qui est prélevé pour l'instant. Donc, il est évident qu'il va falloir chercher à renverser la tendance. Comme le disait le directeur des eaux et forêts, on ne peut pas dire aujourd'hui aux Maliens de ne pas couper le bois. Parce que quelque part, c'est un peu la base quand même de notre source d'énergie, en tout cas au niveau des ménages. Mais on peut quand même chercher effectivement à couper raisonnablement ce bois et surtout à penser à replanter, reforester un peu. Quelqu'un parlait de plan d'aménagement. Normalement, ce plan d'aménagement doit être suivi. C'est-à-dire qu'on ne doit prélever que dans les forêts qui font l'objet d'un plan d'aménagement. C'est-à-dire que ce que vous coupez, il faut le restaurer. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait quand même penser également à d'autres types d'énergie, à d'autres sources d'énergie renouvelables. Nous avions pour cela quand même suffisamment de soleil ici. Et il va falloir faire beaucoup d'investigations dans le domaine du solaire. D'autant plus que nous avions en moyenne et par jour
7 à 10 heures d'ensoleillement par jour. Et selon le résultat des expérimentations que nous avions, on peut quand même avoir 6 à 7, 6 mégawatts par mètre carré. Ça, c'est quand même le résultat. Donc, si vous multipliez ça par les 10 heures d'ensoleillement, je crois que c'est une potentialité qu'on peut quand même suffisamment exploiter et qui pourrait largement se substituer un peu au bois de chauffe. Le deuxième élément, c'est aussi le gaz. Je pense qu'il va falloir quand même que nous envisageons effectivement à réintroduire quand même l'utilisation du gaz comme source d'énergie. Bon, c'est déjà un peu le cas, mais essentiellement en milieu urbain. Et même encore en milieu urbain, ce n'est pas tout le monde qui utilise ce gaz-là. Je crois qu'il va falloir trouver les moyens, effectivement, de le rendre un peu moins cher pour que les gens puissent exercer un peu moins de pression sur les ressources ligneuses. Parce que pour le moment, l'essentiel, effectivement, des ressources ligneuses, c'est le bois. Et tant que la situation restera comme telle, il y aura des problèmes. C'est sûr qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Je voyais un peu dans les rapports que, pratiquement, en 15 ans, les ressources reboisées par la direction des eaux et forêts est passée de 9 000 hectares à pratiquement 80 000 hectares. Donc c'est immense. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts consentis à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître aussi que la pression humaine est très forte sur ces ressources ligneuses. Alors, nous avons parlé de la flore, nous avons parlé de la faune. Nous savons quand même qu'il y a un problème parce qu'au niveau de la faune, il y a le braconnage, il y a le commerce illicite. Et au niveau de la flore, il y a trop de pression. Mais il y a également d'autres problèmes, notamment l'ensablement, surtout au niveau du fleuve Niger. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, M. Dorontier? L'ensablement, on sait que, comme les prédécesseurs viennent de le dire, la pression sur la ressource, les ressources ligneuses ne feront qu'exposer nos sols à la dégradation. Et une fois que les sols sont exposés à la dégradation, il y a les mauvais résultats de l'agriculture dont le directeur a dit ici. Il y a aussi les sols qui seront carrément transformés en dunes de sable et l'érosion éolienne hydriques auront tous leur chemin à faire et à emporter le sable avec eux. Et quand ils l'emportent, le bas-fond dans lequel ça va descendre, ça c'est le lit du fleuve Niger. Donc ça ne fera que venir s'embrouiller là-bas. Et voilà ce qui peut nous causer un problème sérieux et dangereux d'ailleurs pour le fleuve Niger, qui est beaucoup menacé, surtout quand vous partez vers Rarousse par exemple. Vous voyez vers Rarousse, il n'y a plus de quai à Rarousse par exemple. Celui qui a vu Bamba, on peut marcher sur la dune et marcher sur le toit d'une maison tout de suite. Donc voilà, tout ça c'est les conséquences quand même de la déforestation et de la pression humaine et sur les ressources vraiment forestières. Moussa Kodé Sissoko, vous êtes donc à Kaye. On le disait tout à l'heure, le fleuve au Niger connaît quand même beaucoup de problèmes. C'est un fleuve en difficulté. Qu'en est-il du fleuve au Sénégal? Voilà, merci bien, c'est presque le même problème. Maintenant, on ne parle pas d'ensablement du fleuve Sénégal. Maintenant, on va parler quand même des servitudes de l'ordre du fleuve Sénégal. Vous savez, finalement, les gens ne respectent pas les servitudes, c'est-à-dire les 25 mètres entre le fleuve et les installations agricoles. Donc, quand vous parcourez qu'on appelle le nord du fleuve Sénégal, vous voyez des passages marcher partout, même presque dans l'eau. Ça, c'est un aspect. Notre aspect, ça c'est les flux de dégradation, parce que tout ça concourt au comblement de l'huile du fleuve Sénégal. Les feux de brousse. Les feux de brousse fréquents dans la nature. Qu'est-ce que ça détruit? Ça détruit la clôture du sol. Les feux qui protègent le sol contre l'ensoleillement, contre les pluies, contre les vents violents. Donc, cette clôture est détruite. Maintenant, quand la clôture est détruite, maintenant le sol est exposé à toutes les intempéries. Donc, une fois que la pluie tombe, donc le sol est en exposition de protection, donc il y a un décapage qu'on appelle des matériaux qui constituent le sol, et le ruissellement va se produire. Donc, il va y avoir des ravins, des rigoles d'abord, des ravins, et finalement, tous ces produits qui sont décapés en hauteur vont dans le fleuve.
Donc, contribue également à ce qu'on appelle le comblement du fleuve. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, nous vivons presque les mêmes phénomènes qu'au niveau du fleuve Niger, mais le Sénégal, ça, c'est vraiment les conséquences de la dégradation des sols, des terres, et même des fleuves, ce qu'on appelle des terres en amont. Alors, nous voyons qu'il y a donc beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes au niveau de la faune, de la flore, nous avons des problèmes au niveau des cours d'eau. Alors, il y a quoi? Il y a donc l'ensablement, mais en dehors de l'ensablement, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres phénomènes, comme par exemple la multiplication des plantes aquatiques. Il y a forcément l'érosion. Maintenant, nous allons demander à M. Samake, Adama Samake, donc, de nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette situation, ces différentes situations que nous venons d'évoquer. Par rapport aux plantes aquatiques. Les plantes aquatiques, l'érosion, voilà, et l'ensablement. Bon, en ce qui concerne l'ensablement, ce que les prédécesseurs ont dit, je crois qu'on ne peut pas le dépasser, c'est lié surtout aux activités humaines amplifiées par les effets climatiques, notamment le vent violent. Parce que quand les gens se détruisent les arbres, donc le sable étant à nu, donc ça, aussitôt le vent vient, c'est pour combler tous les vides. Je crois que M. Douronté l'a dit. Mais au-delà du fleuve, comme on le dit, il faut s'intéresser aux différents cours d'eau qui alimentent le fleuve. Premier cas, les servitudes des fleuves, c'est-à-dire des cours d'eau, 25 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Ça, la législation en parle. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une barrière pour diminuer quand même l'érosion des sols. Mais au-delà de ça, de 25 mètres, il faut se dire que quand les arbres sont coupés, le sable en mouvement ou la terre en mouvement vient combler tous les petits cours d'eau et ce sont ces cours d'eau qui alimentent carrément les fleuves. Donc immédiatement, il y a des problèmes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, Abouakar Diabaté, vous êtes donc le directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Alors, selon vous, que doit-on faire pour venir à bout de tous ces problèmes que nous venons de citer et dont l'ampleur ne peut que créer des soucis d'inquiéter? Que devons-nous faire? Je crois que la première des choses, c'est de savoir poser le bon constat. Nous avons posé le constat. Et si je m'en réfère à ce que les forestiers viennent de dire, l'origine, ça va directement. Ça vient d'abord de la coupe abusive du bois. Et une fois que ce sol est dénudé, en ce moment, le vent fait le reste. Donc, le fleuve se trouve effectivement envahi par le sable. Donc, je crois qu'il faut déjà commencer par poser le problème en termes de changement de comportement des hommes. Changement de comportement des hommes dans leur habitude. C'est vrai que, je le disais tantôt, nous utilisons le bois pour X raisons, pour plusieurs raisons. Et ces raisons, c'est surtout social, et on n'a pas pour l'instant, peut-être, la population qui utilise massivement ce bois n'a pas peut-être jusqu'à présent pris conscience réellement de sa responsabilité. Allez-y, oui. N'a pas pris vraiment conscience de sa propre responsabilité par rapport aux enjeux des changements climatiques. Je crois qu'il faut d'abord commencer par faire comprendre à tout un chacun qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. C'est quand même le fruit un peu de nos actions qui concourent un peu à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, toute solution doit réellement commencer également par la sensibilisation de ces mêmes populations. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. La solution doit commencer donc par la sensibilisation de ces mêmes populations à changer d'abord de comportement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de leur propre site d'existence. Une fois que chacun va essayer de changer son comportement, c'est la somme de ces comportements-là qui pourrait donner en réalité un impact considérable sur le rétablissement de la restauration des sols. Alors, nous avons une petite minute, nous allons donc donner cette minute à vous, M. Douronté Baba. Dites-nous, M. Douronté, les textes, il en existe au Mali, mais ces textes relatifs donc à la gestion de l'environnement sont-ils adaptés à ce jour? Bon, à ce jour, les textes qui sont là, quand même,
peuvent aller, ils sont adaptés. Mais bien sûr que pour les exploitants et pour beaucoup de la population, c'est dur pour eux à appliquer. Si réellement on essaye quand même d'appliquer, nous avons fourni beaucoup d'efforts à revoir les textes, à les relire, mais jusqu'à présent, je crois que certains quand même émettent le souhait. Et même nous-mêmes à reconnaître que souvent on sait qu'il reste à faire, il reste toujours à travailler, à développer le génie pour élaborer des tests qui vont, parce que nous rentrons dans une autre phase qui est une décentralisation et la gestion communautaire. Donc jusqu'à présent, il faut voir encore ce qui va avec la communauté et la gestion de la décentralisation. Donc c'est à revoir en toute sincérité, il y a des choses à revoir encore. Alors, c'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que le sujet, c'était la quinzaine de l'environnement dont nous avons parlé avec 4 invités. Aboubakar Diabaté, directeur de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Adama Samake de la Direction nationale des eaux et forêts. Baba Dorontier de la Direction nationale des eaux et forêts. Et Moussa Foudé Sissoko de la Direction régionale des eaux et forêts de Caille. Mise en œuvre de Mamadou Ouattara. Régie vidéo Salim Jouara. Ousmane Djadje, travail de réalisation. Présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.